suis Guillaume Leyet, maître de conférences en sciences économiques à l'Université de Rennes 1. Mes thèmes de recherche portent sur la macroéconomie monétaire et financière. Je m'intéresse plus particulièrement aux questions portant sur l'union économique et monétaire et les politiques économiques qui y sont menées. Je m'intéresse également aux effets de l'adoption de l'euro pour les nouveaux pays entrants. Donc la formation d'une union monétaire a pour objectif de faire tomber un des derniers obstacles aux échanges commerciaux, celui de la conversion des monnaies. L'intérêt d'une union monétaire est de partager une monnaie, de disposer de la même unité monétaire, ce qui facilite les échanges commerciaux. Donc la formation d'une union monétaire et le partage de la monnaie concourent à la réduction des coûts de transaction qui constituent un frein aux échanges commerciaux. La réduction de ces coûts de transaction offre des gains de bien-être aux agents économiques comme les entreprises et les ménages. Une des limites principales de la formation, de la participation d'une union monétaire, c'est que les économies perdent un outil de politique monétaire qui est la monnaie. Donc ils ne peuvent plus recourir à la création monétaire, que ce soit pour soutenir l'activité, que ce soit pour financer un déficit public. Et une autre facette de cette perte d'outils de politique économique, c'est que les États ne peuvent plus compter sur la dépréciation de leur monnaie. Donc en renonçant à cette dépréciation, ils renoncent à la possibilité de voir leur compétitivité améliorée à travers une dépréciation de leur taux de change vis-à-vis des autres devises. Cette dépréciation intervient dès lors que les économies subissent un choc négatif. Donc lorsque désormais les économies participant à l'union monétaire vont subir un choc négatif, elles devront s'ajuster sur d'autres éléments comme les prix ou les salaires. Donc une zone monétaire optimale est une zone monétaire dans laquelle tous les coûts que j'ai mentionnés tout à l'heure liés à la formation d'une union monétaire ont disparu. On a réduit à zéro, si vous voulez, les coûts inhérents à la formation d'une union monétaire. Et donc, pour que cette zone soit optimale, la théorie économique dit qu'elle doit respecter 6 critères. Le premier critère, c'est celui de la mobilité des facteurs de production. À partir du moment où les facteurs de production que sont le travail et le capital sont mobiles, un choc dans une économie pourra être absorbé par un déplacement de ces facteurs de production dans une économie voisine qui n'a pas connu le même choc négatif. Le deuxième critère, c'est la diversification des secteurs de production et de la production des exportations. En limitant la dépendance à quelques secteurs, on rend moins vulnérable l'économie lorsque ces secteurs sont précisément affectés. Troisième critère, c'est l'ouverture des économies. Il faut que les économies qui participent à cette union monétaire soient relativement ouvertes afin de maintenir la concurrence sur les marchés qui va préserver l'économie quant à la variabilité des prix et celle du taux de change. Le quatrième critère est un critère qui concerne les mécanismes de transfert, fiscaux notamment. L'intérêt de ce critère-là est de montrer que lorsqu'une économie est affectée par un choc, elle peut compter sur une solidarité des autres économies qui vont lui transférer des fonds afin d'atténuer les effets négatifs du choc. Cinquième critère, il faut que les préférences des économies soient homogènes, notamment en termes de politique économique. Il faut que les économies qui participent à l'union monétaire aient sensiblement les mêmes objectifs, que ce soit la stabilité des prix ou la croissance et l'emploi. Il ne faut pas de divergence en la matière. Sixième et dernier critère, c'est celui de la solidarité. Il faut que les participants de l'union monétaire, les membres, soient prêts à fournir des efforts les uns pour les autres et mettre de côté les questions nationales, les préoccupations nationales, afin que l'union conserve une cohésion suffisamment importante. Donc une union monétaire est relativement coûteuse à court terme, à partir du moment où elle débute. Pour
deux raisons, me semble-t-il. La première raison, c'est que les critères énoncés précédemment, les 6 critères relatifs à l'optimalité d'une union monétaire ne sont pas toujours respectés, notamment au début de l'expérience. C'est relativement logique si lorsque l'union monétaire concerne des pays très différents, avec des cultures différentes, avec un héritage historique différent également. Deuxième raison, l'harmonisation et la convergence entre les pays prend du temps. Ce n'est qu'au fil du temps, tout au long de la vie de cette union monétaire, que l'harmonisation et la convergence vont s'effectuer. Donc, au départ, les chocs dits asymétriques, spécifiques à chaque pays, sont relativement plus nombreux. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ces chocs asymétriques vont être limités, puisque les cycles des différents pays vont converger. À plus long terme, donc toutes ces difficultés vont s'estomper. On peut assister d'un côté à une convergence structurelle des pays, à des convergences institutionnelles également, et à une réduction, comme je disais, une limitation des chocs asymétriques. Donc à court terme, effectivement, une union monétaire peut être coûteuse à partir du moment où on part d'une situation où les pays sont très, très différents les uns des autres. Et au fur et à mesure que le temps va passer, que l'union monétaire va vivre en quelque sorte, toutes ces différences vont se gommer et les pays vont s'harmoniser. Donc, en intégrant l'Union européenne, les pays ont vocation à rentrer dans la zone euro. Il paraît un peu étrange en fait de vouloir participer au marché commun sans vouloir en adopter la monnaie commune. La question qui me vient à l'esprit avec votre question, c'est pourquoi maintenir un ultime obstacle, différentes monnaies, dans un marché très vaste où en fait toutes les barrières réglementaires, les barrières tarifaires ont disparu ou sont en passe de l'être. Au-delà de l'aspect institutionnel, il y a l'idée, comme a pu le démontrer la littérature économique et les travaux récents auxquels je me suis adonné, que la participation à l'union monétaire stimule considérablement le commerce, les échanges commerciaux entre les pays membres d'une union monétaire. Donc, en ce qui concerne les pays baltes, les pays de l'Europe de l'Est, la proximité de ces espaces économiques avec l'Europe, avec les pays européens, justifie parfaitement une intégration de ces pays-là dans la zone euro. Ce qu'ils en attendent, c'est une intensification des relations commerciales et un approfondissement de ces relations. Donc évidemment, les coûts liés à l'adoption de l'euro pour eux sont bien connus, comme on l'a dit précédemment, la perte de l'autonomie monétaire, contrainte budgétaire, mais cette perte d'autonomie monétaire était déjà en vigueur lorsque ces pays-là se sont arrimés à l'euro, lorsqu'ils ont arrimé leur monnaie à l'euro avant d'entrer dans la zone euro. Tout dépend de ce que l'on souhaite voir au final. On pourrait être, au vu des difficultés que connaît la zone euro, on pourrait être optimiste si on souhaite son implosion, ou être pessimiste si on souhaite qu'elle perdure. Pour ma part, je souhaite le maintien de la zone euro, car je pense qu'une disparition, une explosion de la zone euro serait totalement préjudiciable aux économies européennes, à la fois à court terme et également sur le long terme. Alors, maintenant que j'ai dit cela, quel est mon état d'esprit? A priori, on devrait plutôt être pessimiste au vu des difficultés que traverse la zone euro. Il semble particulièrement difficile de mettre sur pied des décisions communes, des décisions qui aillent dans le bon sens et qui démontrent clairement une volonté de préserver l'intégrité de l'union économique et monétaire. Donc, j'aurais tendance à être plutôt pessimiste, mais je fais partie de ceux qui pensent que la zone euro n'est pas un problème en soi parce qu'il s'agit d'une union monétaire et que les unions monétaires sont vouées à disparaître. Je pense que l'union monétaire et la zone euro vit des difficultés du fait de sa mauvaise construction. On pourrait considérer qu'il y a un défaut d'élaboration. Donc je vois quand même plusieurs éléments
d'optimisme depuis quelques temps. Le premier élément, c'est le fait que la Banque centrale européenne ait adapté sa politique monétaire et su changer sa façon de mener la politique monétaire pour atteindre des objectifs qui préservent la zone euro, qui permettent de se maintenir en l'état. On le voit encore aujourd'hui, la Banque centrale européenne va prendre des décisions qui sont de nature à éteindre l'incendie en quelque sorte, en rachetant des titres obligataires publics. Deuxième élément d'optimisme, il y a quelques décisions qui ont été prises ces derniers temps qui sont clairement des signaux visant à préserver l'union économique et monétaire. Le premier que je vois, c'est la création du mécanisme européen de stabilité, qui est une forme de fonds monétaire européen permettant de venir en aide aux pays connaissant des difficultés budgétaires. Ensuite, on a également eu la création d'une union bancaire qui va permettre de circonscrire les effets d'une crise bancaire aux pays qui connaissent les crises bancaires et à éviter toute propagation sur les autres pays membres, ce qui est assez fort. Donc, tout le monde prend conscience que clairement, cette union monétaire sera préservée s'il y a un pas en avant vers plus d'intégration économique. Donc on a besoin d'aller plus loin. On a besoin d'aller plus loin notamment sur le plan budgétaire, avec un fédéralisme budgétaire plus affirmé, une mutualisation des dettes publiques. Une harmonisation fiscale et sociale sera également indispensable pour préserver la cohésion de l'union monétaire. Mais finalement, le problème aujourd'hui n'est plus uniquement économique. Tout le monde s'accorde à peu près pour dire que si la zone euro doit continuer à vivre, l'intégration économique doit être plus forte. Et donc, il faut mettre plus de moyens en commun, notamment en termes de budget. La dernière chose qu'il faut, à mon avis, dire, c'est qu'au-delà de cette intégration économique, il faut une intégration plus politique, et il faut que les processus démocratiques suivent l'évolution économique que j'appelle de mes voeux. Donc, faire en sorte que, en parallèle de cette plus forte mutualisation des moyens économiques, on parvienne également à transférer des pouvoirs démocratiques de l'échelon national vers le supranational, ce qui est un défi absolument considérable aujourd'hui pour les dirigeants européens. Comment donner aux individus et aux électeurs le sentiment d'être correctement représentés lorsque les décisions politiques sont prises à un échelon beaucoup plus loin que le simple cadre national.